toute l'actualité de cette réflexion. C'est vrai qu'on pourrait penser que ces idées-là sont liées dans un contexte historique et dans des combats dont je vais rappeler rapidement les enjeux, mais c'est évidemment des catégories d'analyse, des catégories de compréhension du monde qui sont d'une actualité brûlante. Tout ce que vous avez pu évoquer effectivement sur cette tentation permanente que nos sociétés peuvent avoir entre l'enfermement sur un soi que l'on réinvente pour mieux en exclure l'autre, et la tentative, je dirais, au contraire, de mener un combat pour une ouverture qui n'interdit pas, je dirais évidemment, la souveraineté, c'est bien l'enjeu évidemment de cette période-là, mais qui permet aussi, je dirais, d'envisager le dialogue et l'échange. Alors, peut-être pour relancer le débat en souhaitant juste que les réponses soient relativement courtes, pour que l'on puisse ne pas trop je dirais, prolonger ce débat. Je voudrais juste que Jean-Michel peut-être revienne sur cette confrontation qui est importante évidemment entre Césaire et Senghor. Voilà, c'est vrai qu'ils se sont très très souvent, je dirais, rapprochés. Ils ont eu parfois effectivement des éléments de débat. Dans notre imaginaire, je dirais, ils participent d'un combat qui se converge très largement. Quels est, selon toi, les points, je dirais, les plus importants, je dirais, de cette confrontation? Il y a plusieurs manières d'étudier les rapports entre Césaire et Senghor. J'ai eu la chance d'être le dernier à interviewer Aimé Césaire, donc j'en ai toujours une émotion assez récurrente, parce que c'est pas rien d'interviewer cet homme. Et on parlait de ça, donc de cette affaire. Et lui-même, donc quelques jours avant sa mort, donc j'ai eu cet honneur-là, j'ai vite compris que cet emballement sur la négritude était une fausse piste. Alors quand je dis ça, c'est une caricature, parce qu'on imagine bien ce qu'a représenté la négritude. Mais n'oublions pas qu'il y avait d'autres personnes en embuscade. Il y avait Fanon, il y avait d'autres personnages plus marxistes, plus emblématiques d'un combat politique farouche qui devait, j'allais dire, célébrer la négritude dans un domaine, dans une doxa beaucoup plus politique. Or, Aimé Césaire n'est pas un homme politique. On oublie que c'est un écrivain, c'est un poète. Et ce qui a réuni Senghor et Césaire, c'est bien la littérature, plus que la poésie, la littérature. Et Césaire me disait, effectivement, c'est un personnage éblouissant, Senghor, mais moi je suis un écrivain, je suis quelqu'un qui s'est passionné pour l'écriture politique, et mon combat ça a été ça. Et très rapidement Senghor s'est aperçu que ce territoire de la négritude n'était pas son vrai combat politique. C'est ça qui est très bizarre, très paradoxal. Ça l'a nourri énormément pour précisément faire en sorte que, idéologiquement, philosophiquement, cette question de l'esclavage soit, on aurait dit, presque résolue avec l'intellect, la poésie, la littérature. C'était pas possible, évidemment. Et Senghor, c'est après qu'il a commencé à se passionner pour la francophonie. C'était pas en même temps que la négritude. Il y a eu une espèce de chronologie curieuse, avec un tuilage évidemment, mais sa passion pour la francité, et non pas la francophonie, puisqu'il parlait de la francité, c'est venu après, parce que c'était déjà avant. Et la négritude s'est installée entre les deux. À une période où, franchement, Senghor et Césaire s'admiraient mutuellement. Donc cette question de l'admiration réciproque a largement participé du mythe de la légende et ainsi de suite. La production des deux, elle est imaginaire.
ce sont deux personnages qui se sont installés sur la scène du Sud. Voilà, avec Damas, évidemment, et il y en a eu bien d'autres. Et ce combat-là, il s'est réduit peut-être à un moment où Césaire n'est jamais venu en Afrique. Je ne sais pas si vous le savez, enfin si les spécialistes le savent. Et moi, j'ai posé une question naïve à Aimé Césaire, mais quand il vous a fait 3 fois l'invitation de suite de venir à Dakar, eh ben, je ne suis pas allé. Donc vous voyez, dans la symbolique, ça compte. Ça compte ces espèces de obstacles, ces moments où finalement les choses ne se font pas. Mais peu importe, l'admiration est restée intacte. Et ces deux personnages se sont embellis avec l'histoire parce qu'il reste quelque chose de plus fort que la politique, c'est la culture. Et c'est peut-être ce qu'ils avaient en commun. Et Senghor, peut-être à un moment donné, rappelez-vous quelque chose de très important. Et Aimé Césaire a été le premier à rendre un éloge à Léopold Sédar Senghor. C'est quand il décide d'installer à Dakar le premier festival des Arts Nègres. Bon, franchement, il fallait culotter pour faire ça. Il l'a fait. Il a fait quelque chose il a invité Duke Ellington, il a invité les Afro-Américains, il a fait en sorte que Dakar, ça soit un phare de cette civilisation universelle par le biais de la négritude. Après, il a choisi le biais de la francophonie, le français, la langue française. Voilà. Et ça, c'est très important, mais quand je disais tout à l'heure, il est visionnaire. C'est un culturel avant d'être un politique. Ce qu'on découvre là, en France, avec la création de ce qui s'appelait au départ le musée des arts premiers, et qui est maintenant le musée du Quai Branly, c'était une idée à Senghor. Moi, j'ai vu les plans de ce musée, qui est exactement du même esprit. Il devait s'installer à Dakar. Il n'a pas pu pour des raisons d'argent, pour des raisons de financement. Mais on a là un corpus d'inventivité culturelle, langagière, c'est ce qui appartient à Senghor. Et peut-être le seul, en conclusion, peut-être pourquoi on pourrait dire pourquoi c'est pas aller plus loin, ben peut-être Senghor n'arrivait peut-être pas à fédérer ses disciples, à faire en sorte que des petits Senghor, au-delà de Dakar, puissent transporter cette même idée fabuleuse, cette civilisation universelle, cette idée que la culture doit embellir le politique, que la mondialisation est aliénante, c'est une de ces expressions, et que la langue française, par contre, devait être célébrée. Voilà. Et tout ça, il lui manquait des disciples, et c'est peut-être là la cause de cette, non pas oubli, hein, on n'a pas oublié Senghor, on ne l'oubliera pas, mais cette difficulté de continuer à nourrir cette belle histoire. Merci. Merci beaucoup. Pierre-Alain, on pourrait poursuivre cette idée sur le fait, est-ce que l'expression de royaume d'enfance, cela correspond pour moi matériellement aux années d'enfance, entre, mettons, 4 ans et 12 ans. La culture dont vous venez de parler est très importante. Moi, je me souviens d'une discussion avec un diplomate africain à Varsovie. Il me disait, pour nous, la France, c'est la culture française. Et quand j'étais adolescent, Victor Hugo était le maître des tam-tams. Voilà, par exemple, une remarque qui m'avait frappé. Et d'abord, la francophonie, vue par Senghor, la francophonie, quand même, c'est une très belle définition. Je vais essayer de la retrouver. Ou même avant, puisqu'on parle de Césaire et de Senghor et de leur connivence sur l'amour de la langue française, juste un extrait d'un poème de Césaire pour montrer combien ils se sont appropriés la langue française d'une manière extraordinaire. Avec mon oncle, ceux qui l'ont inventé, ni la poudre, ni la boussole. Petit berger, naturellement. Ceux qui n'ont jamais su dompter des histoires fantastiques et nous vivions réellement ceux qui n'ont exploré en communion ni les mers, avec le passé, ni le ciel. avec les mais ils savaient ses des moindres ancêtres, avec les animaux. Ceux qui n'ont connu le pays de souffrance, que de voyage que le pays de souffrance, des déracinements. Ceux qui se sont assoupis aux agenouillements, ceux qu'on domestica et qu'on christianisa,
ce qu'on inocula d'abâtardissement, tam-tam inane de plaies sonores, tam-tam burlesque de trahison tabibe. Mais quel orgueil tout soudain m'anime, et j'arrête là au passage, mais je tenais quand même à vous faire apprécier ce poème. Concernant les mots de Césaire, voilà ce que dit Malraux. Les mots de Césaire sont pressés les uns contre les autres et cimentés par ces furieuses passions. La négritude, c'est aussi ce poème sanglant qui se tord dans la poussière comme un cœur coupé au rythme du cœur noir. Et puis je terminerai en vous donnant quand même la réponse de Senghor à cette question qui est quand même importante. Que représente pour un écrivain noir l'usage du français? Ça, c'est très important. Et Senghor répond en son nom, mais aussi au nom de tous les écrivains et de tous les artistes. Et il donne 5 raisons. Il dit, la première, un fait, c'est que beaucoup parmi les élites pensent en français, parlent mieux le français que leur langue maternelle. La deuxième raison, c'est la richesse du vocabulaire de la langue française. La troisième raison, c'est la syntaxe qui, par son système de subordination, s'oppose au système de juxtaposition dans les langues négro-africaines. La quatrième, c'est la stylistique française qui repose sur la symbiose, on retrouve sur la symbiose de la subtilité grecque et de la rigueur latine. Et enfin, la cinquième raison, c'est l'humanisme français et ses valeurs de tolérance, d'ouverture à l'autre, la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc c'est vrai, pour eux, la France, c'est aussi la culture française. Et je crois qu'ils partageaient ces valeurs fermement, tous les deux. Et ces valeurs, elles sont tous les jours mises en lumière dans nos alliances françaises. J'étais à Johannesburg l'an dernier, et la présidente de l'Alliance française de Johannesburg me disait, vous savez, pour nous, la langue française, elle parlait évidemment en français parfait, elle me disait, pour nous, c'est important d'abord dans le monde de l'entreprise. Parce que, justement, grâce au français, on peut avoir une action forte dans le monde de l'entreprise, dans notre pays de l'Afrique du Sud, qui est en pleine expansion. Deuxième raison, pour la mobilité des étudiants. Et tout à l'heure, Pierre parlait de ce que l'on envisage, une espèce d'Erasmus francophone entre Accra, la capitale du Ghana, et Bordeaux. J'espère qu'on va faire venir nos étudiants du Ghana. Ils doivent venir à l'université de Bordeaux, mais avec un passage, nous l'espérons, par l'Alliance française de Bordeaux. Donc cette présidente de l'Union française de Johannesburg me disait, c'est aussi important pour les immigrés d'Afrique qui viennent chez nous en Afrique du Sud. Et grâce aux Français, on peut les accueillir dignement et on peut leur permettre de reprendre pied en Afrique du Sud. Voilà ce que je voulais dire. Pardonnez-moi de mettre un petit peu en avant l'Alliance française, mais je le sais, puisque j'ai la chance d'aller dans pas mal d'alliances françaises dans le monde. Chaque jour, dans nos alliances françaises, la culture et la langue française sont mises en lumière, mais aussi la culture et la langue du pays où elles se trouvent. Souvent, la présidente, encore je reviens à Johannesburg, me disait, pendant la période difficile de l'apartheid, les Sud-Africains venaient dans les alliances françaises, il y en a 36 en Afrique du Sud, et venaient dans les alliances françaises parce que c'était un espace de liberté, c'était un espace où par la parole et par l'échange, ils pouvaient reprendre espoir. Voilà, c'est ce que je tiens à dire, c'est ça aussi, nos alliances françaises dans le monde. Merci beaucoup. Je crois que vous voulez intervenir. Oui, je vais demander au professeur Garçon s'il peut nous parler des rapports de la langue française et des langues dites vernaculaires. Je vous propose que l'on termine sur cette question. Je l'espère. En tout cas, pour la question, Henri, que tu poses, oui, c'est une question fondamentale.
Alors, on a parlé de Senghor et de Césaire en les comparant. C'est vrai que ces deux personnalités avaient énormément de points de convergence. Bien sûr, ils avaient des tempéraments, des caractères différents, mais ils avaient énormément de points de convergence. Ils sont tous les deux poètes, ils sont tous les deux, ils ont fait de la politique. D'ailleurs, ils aimaient dire qu'ils étaient reliés par la poétique et la politique. Alors, c'est vrai que quand on regarde les affirmations de Léopold Sédar Senghor, le côté poétique a tendance à l'emporter sur le côté politique. Et c'est bien pour cette raison, je pense, que beaucoup l'ont critiqué, mais parfois sans aller toujours au fond de sa pensée, sans la connaître à fond. Mais ce côté poétique est absolument évident. Quand il parle des caractéristiques de la langue française que vous venez de souligner, oui, on pouvait en discuter, on en a discuté parfois avec lui. Contrairement à ce que les gens pensent, il était assez ouvert à la critique et il était assez ouvert à l'idée que l'on puisse remettre en question ses propres idées et échanger avec ses contradicteurs. Mais en tout cas, dans le rapport entre le français et les langues africaines, je disais tout à l'heure que les gens y ont vu souvent une certaine contradiction parce qu'il affirmait la négritude, donc les valeurs culturelles et linguistiques de l'Afrique, il affirmait la francophonie, donc le français et les valeurs de la culture française. On a l'impression qu'adhérer aux deux était quelque chose de contradictoire. Mais pour lui, ça n'était pas du tout le cas. Il a toujours dit que le français, j'ai d'ailleurs, on le trouve dans le Liberté 3, le français est pour les Africains une langue étrangère. Et il le dit, il n'y a pas de honte à le dire, il n'y a pas comment dirais-je, d'infamie à dire que le français est une langue étrangère. Le français est une langue utile pour les Africains, mais elle n'a pas vocation à remplacer les langues africaines. Et ça, Senghor le dit en toute ligne, en toute clarté. Donc il avait très clairement, très lucidement conscience du fait que cultiver son côté enracinement n'avait rien de contradictoire avec son côté ouverture. Les langues africaines sont les langues de l'enracinement, sont les langues de l'identité. Le français est une langue de l'ouverture, c'est une langue de l'universalité. Et donc c'est dans ce sens-là que l'on peut voir le rapport qu'il avait entre les deux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a de la part du public une question, une ou deux questions? Nous aurons évidemment tout à fait le temps de répondre. Monsieur, je vous en prie. Oui, bonsoir à tous. Voilà, vous avez parlé du parcours intellectuel, culturel, politique de Léopold Senghor. Est-ce que vous pouvez nous parler juste de ses rapports avec la classe politique française? Si je me souviens bien, la classe politique française n'a pas honoré quand il est mort. Il n'y a pas eu un officiel du gouvernement de l'époque qui assistait à son enterrement. Donc, est-ce qu'il y avait un contentieux, ou est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Peut-être que ce n'est pas le rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, cet hommage, ce serait bien que ce soit clarifié aussi là-dessus, si vous avez des éléments. Merci. Tout à fait. Je confirme que ni le président de la République ni le Premier ministre de l'époque se sont déplacés pour son enterrement. Jean-Michel? Non, c'est un malheureux concours de circonstances, effectivement, chacun des deux présidents. C'était la cohabitation à l'époque, Chirac, Jospin. Mais il y a eu un cri du cœur fabuleux écrit par Éric Corsena, je ne sais pas si vous en souvenez, dans Le Monde à l'époque, le lendemain, qui était totalement bouleversé par l'absence de la France, puisqu'en fait, la France était absente. Effectivement, c'était un choc énorme de voir cette absence-là. Pas justifié, peu justifié. Le ministre de la Coopération, Charles Jocelyn à l'époque, a essayé de trouver des explications. Parce qu'au fond, c'était un malentendu de cohabitation. Voilà. Qui allait, qui n'y allait pas, ainsi de suite. Résultat, personne ne l'était. Bref, une catastrophe, honte à nous. Oui, honte à nous. Monsieur, je vous en prie. Rapidement, quelques formules choc de Saint-Anselme, parce que son œuvre était aussi l'homme des formules choc vraiment dans ses réponses.
Alors, auparavant, je voudrais dire que si Bordeaux rend hommage à Senghor, ce n'est que rendre à César ce qui appartient à César. Je suis chargé depuis quelques années de l'organisation de la journée des tailleurs sénégalais de la Est. Et par hasard, j'ai appris que lorsque Senghor était prisonnier des Allemands, il était détenu dans une ville toute proche de Bordeaux, à Sénégal-en-Jacques. Les historiens confirmeront et infirmeront. Voilà. Dans quelques formules choc, Arséra Nana, le premier président de Madagascar, Senghor avait dit Bouvier, fils de Bouvier, en apprenant à conduire les bœufs, vous avez appris à conduire un peuple. À De Gaulle, il avait dit vous êtes un génie militaire, génie politique et génie littéraire. Et enfin, à Wallace Soyinka, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il avait répondu quand Wallace Soyinka avait dit que le tigre ne se pavane pas en parlant de sa tigritude. Senghor avait tout simplement répondu, mais parce que tout simplement le tigre ne parle pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, oui, vous allez avoir le micro, monsieur. Oui, merci. Moi, c'était par rapport à la transmission des écrits, de la pensée de Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Vous nous aviez dit que lors d'un voyage, vous étiez effaré de voir comment l'héritage, entre guillemets, senghorien, commençait à tomber en miettes. Mais il me semble que sur l'hommage que le Sénégal, en fait, la société sénégalaise lui a rendu, il y a une effervescence de jeunes étudiants de fac de lettres qui se sont appropriés de la pensée senghorienne. Peut-être que sa pensée n'est pas aujourd'hui distillée dans la pédagogie scolaire, mais je crois qu'effectivement l'héritage senghorien est bien présent. Et l'autre élément, c'est par rapport à la francophonie. Quand vous disiez que aujourd'hui, la langue française, nous la maîtrisons mieux que notre langue maternelle, mais en fait, c'est une réalité. Mais le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on rêvait de venir poursuivre nos études en France au détriment des pays anglophones. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui voit les choses autrement. Elle préfère plus aller vers les cultures anglophones qu'en France. Parce que tout simplement, il faut le dire, il y a une politique française quand même qui était draconienne à notre défaveur. Parallèlement à ces hommages, c'est une politique qu'on peut rectifier. Non mais là, votre remarque est totalement juste et je ne suis pas là pour l'amplifier, mais c'est un constat, ça c'est clair. Sur le premier point, sur la transmission, évidemment, si vous allez à l'université, vous trouverez, heureusement encore, des étudiants qui se passionnent pour Senghor. Moi, je parle d'une autre jeunesse, qui n'est pas forcément à l'université. Je parle d'une autre population qui ne va pas forcément à l'université. Voilà, c'est tout. Encore une fois, quand je dis qu'il faut pousser un petit cri d'alarme, je trouve anormal que quand on emploie le mot Senghor, il n'y ait pas de réaction, c'est tout. Voilà. Mais effectivement, comme j'ai été amené à aller quelquefois quand même là-bas à Dakar pour parler de Léopold Sédar Senghor, il y a toujours un public qui est désireux d'apporter des anecdotes, d'apporter des observations, de revenir sur des histoires compliquées avec Dia par exemple. Donc, vous voyez, et puis même avec Abou Diouf, il y a quand même encore aujourd'hui des conversations, malgré le fait qu'il n'est plus à la tête de la francophonie, il y a quand même une envie d'aller reconquérir ce territoire, non pas perdu, mais un peu oublié. Voilà. Mais je dis simplement que c'est en prenant des initiatives comme celle-là, à Bordeaux, mais on pourrait le faire à Nantes aussi, qu'il faudrait comme ça revivifier cette dynamique intellectuelle qui nous manque, surtout dans cette période politique, de basses eaux intellectuelles. Voilà. C'est vrai que la poésie n'est pas au rendez-vous, mais Pierre va relever cette hypothèse. Très bien. D'abord, je voudrais remercier les différents intervenants et une fois de plus rendre hommage à son Excellence, l'ambassadeur Henri Senghor, pour sa présence. Je vais profiter pour d'abord revenir à une présence que je voudrais saluer, celle de M. le consul du Burkina Faso,
que je n'avais pas aperçu lorsque je faisais mon discours. Donc mon cher Patrick Morange, merci de ta présence, qui prouve aussi que c'était une soirée africaine et universelle, comme on l'a dit tantôt. Je voudrais également rappeler deux, trois choses. D'abord, la présence exceptionnelle ici, parce qu'elles ont beaucoup à faire, elles ont des cours intensifs. J'ai évoqué tout à l'heure la vision qui est celle de la ville de Bordeaux et que nous avons engagée depuis maintenant une vingtaine d'années, n'est-ce pas, qui est là, avec l'équipe des relations internationales. On a rejoint Sylvie Blanc qui était chez lui de cette soirée. Nous avons voulu articuler la politique africaine de la ville de Bordeaux au temps de l'Afrique. Et ce temps de l'Afrique qui s'accélère, c'est le temps de la jeunesse africaine. Et quand cette jeunesse africaine se décline en plus au féminin, on ne peut être dans l'espoir. Le programme Balafon, qui est aujourd'hui une de nos marques de la nouvelle donne africaine dans cette municipalité, et que j'ai évoqué tout à l'heure en remerciant Yves Deloire, mon ami, l'engagement de Sciences Po Bordeaux, eh bien aujourd'hui, on voit ce que ça représente concrètement. On n'est plus effectivement dans des pétitions de principe, dans des espérances, de visions. On a là la chance d'accueillir ce soir. Voilà. Marie et Sarah, qui sont les deux élèves ivoiriennes, qui ont fait merveille. Donc en fait, on lance un concours. Donc on présélectionne dans les lycées africains de jeunes sur critères du mérite pour essayer de décliner en Afrique ce que la région Aquitaine a justement lancé il y a quelques années, le programme Je le peux parce que je le veux, pour favoriser l'égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur et particulièrement à Sciences Po Bordeaux. Et donc cette année, nous avons concrètement commencé à identifier ces pépites qui font l'Afrique de demain. Et je suis très heureux, Marie et Sarah, que vous ayez trouvé le moment pour venir effectivement nous rejoindre. Et je fais donc le lien avec la transmission. La transmission parce que je ne suis pas certain que vous ayez entendu beaucoup parler de Senghor et de tout ce qui était effectivement sa vision et la chance que nous, déjà, nous avions de l'étudier. Et bien ce soir, vous avez entendu plein de choses et on participe par votre présence aussi de la transmission, comme les jeunes qui sont là ce soir. C'est ce soir un moment inaugural, parce que nous voulions commencer par Senghor, à cause et grâce à la vision qu'on a déclinée tout à l'heure. Eh bien, nous nous retrouverons autour d'autres figures africaines, donc tous les 3 mois, n'est-ce pas, dans cette forme de conversation et de colloque, au sens fondamental du terme, à l'occasion des prochaines journées nationales des diasporas africaines, la 5e édition, donc, qui aura lieu le 31 mars et le 1er avril, où nous allons marquer encore une forte dimension de ce que